Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle FAQ, afin de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. La première FAQ était en décembre 2018. J'ai trouvé intéressant de réitérer l'expérience, sachant que beaucoup de choses ont évolué de mon côté, que ce soit perso, que ce soit pro. Voilà, dans la vie en général, et je trouvais ça bien de faire une petite update une fois par an. Je trouve que c'est une bonne idée. Donc je m'excuse d'avance si cette vidéo est un peu bruyante. Je vous explique, je filme avec mon iPhone, déjà je n'ai pas mon matériel car cet environnement est celui de chez mon père, ma belle-mère et mes petites sœurs. Je me trouve actuellement en Suisse, je n'avais pas prévu de tourner cette vidéo. On a Mathieu qui juste à côté travaille. On a ma petite sœur qui est dans le fond de la pièce qui fait je ne sais pas quoi, et on a une dame qui est en haut, et mon père et ma belle-mère risquent d'arriver à tout moment, donc ça risque d'être un mess, mais c'est pas grave, c'est spontané et c'est ça qu'on kiffe. La première question qui est revenue très souvent, c'est est-ce que tu comptes toujours t'installer à Los Angeles? Et la réponse est oui. Pour ceux qui ont suivi, c'est passé pas mal de choses dans ma vie perso, pas forcément très sympathiques. J'ai dû un peu stopper le temps et il a fallu que je reste à Paris parce que voilà, ma mère s'est envolée dans le ciel et moi j'ai choisi de ne pas m'envoler à Los Angeles dans l'immédiat parce qu'il fallait que je sois à Paris pour m'occuper de plein de choses, de choses administratives. J'ai voulu prendre du temps même pour moi parce qu'après un moment comme ça, même si on a tendance à faire les choses de manière à se protéger beaucoup, je pense qu'il faut toujours prendre du recul et attendre en fait vraiment de savoir ce que l'on veut vraiment et ce dont on a vraiment besoin. Et moi à ce moment-là en fait, même si évidemment j'avais encore envie de partir aux États-Unis, à ce moment-là je savais que j'allais potentiellement avoir un contre-coup qui m'obligerait à rester auprès de ma famille, de mes proches, de mes repères. Donc avec Mathieu on a pris notre temps. C'est pas quelque chose qu'on a perdu de vue, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité, qu'on va, j'espère, pouvoir remettre à 2020. En tout cas, on le perd pas de vue, mais c'est vrai qu'on est resté en France, on a commencé à bosser sur pas mal de projets du coup en France, et on verra bien où la vie nous mènera, mais le fait est que je vous garantis que tôt ou tard, nous serons à Los Angeles. À quand ta ligne de vêtements? Ma ligne de vêtements, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup pensé et en même temps qui ne m'attire pas du tout, c'est très bizarre. C'est-à-dire que j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'aller plus loin que mes réseaux sociaux. Et une ligne de vêtements, je pense que c'est pas forcément ce qui me correspond le mieux. Alors certes, j'adore la mode, j'adore m'habiller, j'ai démarré mon blog il y a 11 ans en parlant uniquement de mode, ça s'est développé avec la beauté, le lifestyle, les voyages, tout ça. Mais je me sens pas la légitimité, c'est bizarre de dire ça parce que beaucoup de personnes lancent leur marque de vêtements, d'autant plus quand on est influenceur, qu'on a une communauté qui est en demande, mais je me sens pas la légitimité encore de le faire, peut-être parce que j'ai l'impression qu'on m'attend sur d'autres créneaux. La beauté par exemple, la cosmétique, ou pourquoi pas même, entre guillemets, le développement personnel. Je suis loin d'être coach, mais par exemple, ça c'est des choses que j'aurais tendance à avoir envie de développer. Ligne de vêtements, pourquoi pas? Je vous en dis pas plus, mais pas seule en tout cas. Voilà. On me demande le bilan de l'année 2019. Alors c'est un bilan qui est très mitigé. En fait, je sais pas s'il est positif ou négatif. Naturellement, j'aurais tendance à dire il est négatif parce que j'ai perdu ma mère en 2019 et que j'aurais aimé que ça n'arrive jamais. À côté de ça, il s'est aussi passé des belles choses. Et c'est dans les moments comme ça en fait qu'on réalise qui sont ses vrais amis, qui sont les personnes qui méritent de rester parmi vous, parmi votre cercle, on va dire, proche. Je pars tellement du principe que tout arrive pour une raison. Je sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre. Quand il vous arrive un truc comme ça, vraiment, il se passe des choses incroyables, des choses très belles, très tristes mais très belles. Et c'est des choses que je suis contente d'avoir vécues. Voilà. Donc bilan 2019, mitigé. J'arriverai pas à mettre un adjectif dessus. Le boulot, au top. Je suis très contente de l'évolution des choses. Le perso, moi dans ma vie perso ça va. Je suis avec quelqu'un qui me correspond. J'ai des frères, des sœurs, enfin j'ai une famille qui est top. J'ai des amis qui ont fait leurs preuves dans un moment compliqué. Des amis qui se sont révélés aussi dans ce moment-là et auxquels je m'attendais pas forcément. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. Mais bilan 2019, je dirais que c'est un bilan de sagesse en fait. J'arrive maintenant à savoir plus ou moins vers quoi je veux me diriger et sur quoi je dois me centrer un petit peu plus. Il y a encore peu de temps, j'étais très carriériste, je le suis encore, très ambitieuse et le travail passait avant toute chose. Avant la vie perso, avant le plaisir, avant toute chose. J'arrive à me détacher de plus en plus de ça sans culpabiliser.
Voilà. Donc, je pense qu'on se donne rendez-vous pour un bilan 2020, il sera peut-être plus facile à établir. Alors, on me demande, est-ce que je suis lassée parfois par ce que je fais depuis tant d'années ? Non, je suis pas lassée. Je suis pas lassée parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais les mêmes rencontres, ce ne sont jamais les mêmes voyages, ce ne sont jamais les mêmes projets. Je suis loin d'être lassée. En revanche, j'ai l'impression d'être sur quelque chose d'acquis. Je connais mon job par cœur, je connais les rouages de mon job par cœur. J'ai l'impression maintenant qu'il faut que je stimule mes neurones en poussant mon activité un peu plus loin. On m'a demandé, par exemple, si j'avais envie de créer une ligne de vêtements. Ligne de vêtements, oui et non. Oui, parce que j'ai envie d'entreprendre et j'ai envie de me challenger sur un domaine sur lequel je ne suis pas sûre de réussir. Et non, parce que c'est pas quelque chose qui m'anime. J'ai des projets en cours. Alors ça fait un moment que je dis ça. C'est vrai que j'ai dû faire une pause un peu dans tous ces projets par rapport à ce qui s'est produit. Mais j'ai des projets en cours, notamment 3, que je peux pas vraiment évoquer parce que déjà, moi je crois beaucoup au mauvais oeil. J'aime pas dire les choses tant qu'elles se sont pas réalisées. Il y en a un qui est une évidence, entre guillemets, après plus de 10 ans de blogging. Voilà, je vous laisse deviner. Il y en a un autre qui sera plus axé YouTube et il y en a un autre qui sera axé rencontre physique. Voilà. Mais non, ce ne sont pas des meet-up. Elle est trop mignonne, ma soeur, elle a peur de faire du bruit. N'aie pas peur, chérie, hein, tu peux vivre, tu peux faire ta life. Ma communauté est cool. En fait, j'aime trop ce que je fais, mais il faut que je puisse continuer de développer d'autres choses. Moi, ce que j'aime, c'est entreprendre et c'est de me challenger. Et dès lors où j'ai l'impression que toutes les choses me paraissent simples et un peu évidentes, là je peux plus, il faut que je me réveille, sinon je m'éteins. Voilà. Et j'espère que 2020 donnera naissance, en tout cas, à 2 des 3 projets dont je vous ai parlé. Il y en a un qui mettra beaucoup de temps à se mettre en place, mais il y en a 2, voilà, un qui est sur la fin de sa production, on va dire ça comme ça. Un qui est censé démarrer très prochainement pour être mis en avant cet été, et l'autre qui, j'espère, va démarrer, je sais pas si ça va être dès la rentrée septembre 2020, mais voilà, rapidement en tout cas. Alors, on me demande si j'ai envie de développer ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, j'ai l'impression de la développer. En fait, ma chaîne YouTube, elle existe quand même depuis 2009. Alors oui, je n'ai que 35 000 abonnés, parce qu'elle est restée en fait en sommeil pendant beaucoup d'années. Et je l'ai seulement, entre guillemets, réanimée, réactivée depuis 2-3 ans, à la hauteur de 1 vidéo par semaine. Bon, encore une fois, par rapport à ce qui s'est produit dans ma vie, j'ai un peu calmé le rythme à un moment. Donc, je développe YouTube, mais c'est pas ma priorité. C'est-à-dire que YouTube, pour moi, c'est vraiment, entre guillemets, le 5e doigt de la main. J'ai mon blog, j'ai Instagram, j'ai Twitter, voilà, il y a plein de choses déjà que je développe et j'ai pas envie de focaliser que sur YouTube. Mais comme je vous l'ai dit, il y a un projet qui arrive qui va être en lien avec des vidéos qui vont être sur YouTube. C'est quelque chose qui sort de mon imagination. C'est un concept que j'avais rédigé il y a près de 10 ans. Parce qu'à l'époque, je rêvais de faire de la télé quand j'étais en école de journalisme. Et j'écrivais des concepts comme ça télé. Sauf qu'aujourd'hui, on a YouTube. Et pourquoi pas ne pas tenter de développer ces projets sur YouTube. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours resté dans un coin. Et que je me suis dit, tiens, je pourrais ressortir. J'en ai parlé avec mon agence, etc., mon frère, pour un peu avoir des avis là-dessus. Et on m'a dit que c'était une très bonne idée. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on verra, mais ouais, si ma chaîne YouTube se développe, c'est très bien. Si elle se développe pas plus, c'est pas grave. Voilà, l'idée, c'est pas de faire beaucoup, c'est de faire au mieux, même si c'est pas forcément beaucoup, quoi. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Alors ça, c'est la question qui m'agace, mais qui en même temps est légitime. On me demande à quand le bébé, à quand le mariage. Ça, c'est une question à laquelle je réponds tous les jours. Alors oui, j'ai 33 ans. Oui, la société voudrait que je sois mariée avec un bébé, voire 2. Le fait est que non, ce n'est pas le cas, car de 1, je ne souhaite pas me marier. Donc il faudrait que cette question cesse, car ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Quant au bébé, oui, ça c'est quelque chose dont on parle. Maintenant, comme je le disais juste avant, j'ai toujours fait passer mon travail en priorité. Et je pars toujours du principe que pour être bien à plusieurs, il faut être bien avec soi-même. J'ai toujours su, entre guillemets, que je ne serais pas une jeune maman. Alors, je suis pas vieille, mais j'ai pas 25 ans, quoi. J'ai 33 ans et ça arrivera dans la foulée, c'est une certitude, enfin, en tout cas, je nous le souhaite. Mais voilà, j'ai toujours voulu beaucoup voyager avant. J'ai toujours voulu profiter à fond de ma relation. Ça fait 5 ans que je suis avec Mathieu. Voilà, on a voyagé, on s'est éclaté, etc. Moi, je veux pas vivre frustrée. J'ai toujours commencé quelque chose et terminé quelque chose. J'aime quand les choses ont une fin pour ouvrir une nouvelle page, entre guillemets. Donc oui, un bébé, ça va se faire. Maintenant, comme je l'avais déjà dit, il me semble d'ailleurs dans la FAQ précédente d'il y a 1 an, c'est pas une question qui se pose. Parce que peut-être qu'en réalité, j'essaie de faire un bébé depuis déjà 2 ans et que j'arrive pas. Alors je dis pas que c'est mon cas, mais imaginez le malaise que ça peut mettre. Je crois que c'est une question qui est très personnelle et qui est bienveillante certes, mais qui peut être blessante
pour certaines personnes qui galèrent pour avoir des enfants. Voilà. Mais en tout cas, le jour où j'ai un bébé, il faut arrêter de me demander systématiquement sur mes publications si je suis enceinte parce que je porte une doudoune qui est trop gonflée ou si je suis enceinte parce que telle ou telle raison. Le jour où je suis enceinte, je vous le dirai et je le dirai quand j'en aurai envie. Il y a une question que je trouvais hyper pertinente et c'est la question quelque chose qui t'agace dans ton rapport aux marques, les marques avec lesquelles je bosse donc. Et je trouve cette question pertinente parce que souvent on me demande avec quelle marque j'ai préféré travailler, de quelle manière, etc. Et effectivement, j'y ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui peut m'énerver parfois dans mon rapport aux marques. Il y a plein de petites choses qui peuvent m'agacer évidemment, mais il y a une chose qui m'agace beaucoup, ce sont les marques qui te sollicitent, qui n'ont pas de budget, qui démarrent et qui te sollicitent en te disant très clairement on n'a pas de budget, on a besoin d'un coup de pouce. Tu regardes le communiqué de la marque, tu étudies la marque, tu vois si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas, si tu peux en parler ou pas. Quand ça arrive, du coup, tu acceptes, tu en parles. Puis tu te rends compte que un an après, cette marque s'en sort plutôt bien et tu te rends compte finalement qu'elle ne revient pas vers toi pour une opération rémunérée. Et ça, je trouve ça pas très cool. Après, je pense que chaque marque a le droit de bosser avec qui elle le souhaite, évidemment. Mais ça m'est arrivé là, ces deux dernières fois. Il y a 2 campagnes qui sont passées, je dirais pas lesquelles parce que je suis pas là pour cibler une marque en particulier, où je me suis dit ah ouais quand même, eux ils m'ont sollicité à un moment où ils n'avaient pas d'argent, je leur ai fait une mise en avant sans leur faire payer quoi que ce soit parce que j'ai eu véritablement un coup de cœur pour la marque. J'aurais aimé qu'ils fassent preuve de fidélité au moment où ils ont un budget à débloquer. Mais bon, ça n'a pas été le cas, je le retiens, je trouve que c'est pas très élégant. Ça c'est le genre de choses qui peuvent m'agacer parce que ça me rappelle en fait que tout n'est que business. Et ouais, et c'est comme ça. Et c'est vrai que moi, je suis un peu dans mon monde parfois parce que j'ai démarré à une époque où mon blog, c'était du coup de cœur, c'était de la mise en avant spontanée. Aujourd'hui, les choses se sont développées. Moi, j'ai besoin d'être rémunérée parce que j'ai une société, je paye des charges, je paye un loyer, je paye des gens qui bossent avec moi, etc. Parfois, je bosse gratuitement pour les marques, sauf que les marques ne s'imaginent pas que moi, du coup, ça va être un investissement pour moi de bosser pour ces marques sans être rémunérée. Donc c'est vrai qu'au moment où elles ont des fonds, je me dis ah tiens, ça aurait été sympa qu'elles pensent à moi plutôt que de faire bosser telle personne. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Et encore une fois, un autre truc qui m'agace beaucoup chez quelques marques un petit peu archaïques entre guillemets dans leur façon de procéder, c'est de devoir encore les éduquer. Je perds un temps monstrueux chaque jour à devoir éduquer les marques ou même des agences avec lesquelles je bosse, leur expliquer que ouais, vous voulez telle publication, telle vidéo, tel montage. Il faut me payer tant. Un exemple concret, parce que ça peut paraître un peu flou pour les gens qui ne sont pas dans le milieu du digital, mais j'ai été sollicitée pour un voyage de presse. J'ai dit oui avec grand plaisir. Je ne suis pas rémunérée pour ce voyage de presse, mais je dis oui parce que c'est pour une cause qui me touche, parce que l'idée me plaît, parce que je me sens en adéquation, etc. Tout est confirmé et je reçois un mail, le dernier mail, du coup, qu'on aurait dû en fait finalement m'envoyer au tout début de notre échange, qui est ah oui, mais est-ce que tu peux nous faire cette post pour 2 jours? Cette poste dont des vidéos, donc du montage. Donc là, je réponds, oui, mais il aurait fallu me le dire avant parce que s'il y a un brief, là, je demande un budget. S'il n'y a pas de brief, que je suis envoyée en voyage de presse pour communiquer sur la marque, faites-moi confiance et ne me payez pas. Mais dès lors où j'ai un brief comme ça, qu'on me demande de faire de la vidéo, de la photo, cette poste en 2 jours, cette poste sur Instagram, c'est énorme. Bon, voilà, il y a encore de l'éducation à faire et ça, c'est un truc qui me pèse un peu parce que parfois, je suis en boucle et je comprends. Moi, j'ai des copines, des collègues, etc. qui répondent même plus à ces gens-là. C'est comme si vous rentrez chez le boulanger, vous lui demandez un pain au chocolat, puis vous partez sans payer. Le mec, il s'est fait chier à préparer son pain au chocolat. Le mec, il a payé pour sa farine, il a payé pour son chocolat, il a payé pour pouvoir obtenir un four, pour pouvoir mettre son pain au chocolat dedans. Enfin, vous voyez, nous, c'est pareil. Notre matériel photo, nos ordinateurs, tout ça, c'est des investissements. Parfois, il faut encore expliquer aux marques que tout travail mérite salaire et que oui, sous couvert de partir en voyage, etc., c'est sympa, mais quand on part en voyage presse, on a des horaires, on se lève tôt, on se couche tard et on a surtout une deuxième journée qui commence. Moi, je rentre dans ma chambre en général après les dîners, il est 23h minuit, je me mets à traiter tous les mails reçus de la journée, de mon agence, des gens avec qui je travaille, je rédige mes articles sur mon blog que j'envoie pour validation. Enfin, il y a vraiment un autre moment qui se met en place et un voyage de presse, c'est quand même c'est physique, quoi. Mais ça, forcément, les gens ne sont pas... Que les gens, les abonnés ne le conçoivent pas, ça je le comprends, c'est pas quelque chose qu'on est censé vous montrer, mais quand les marques font exprès de ne pas comprendre, ça m'agace un petit peu. Voilà. On me demande ce que je fais de mes temps libres. En réalité, j'ai peu de temps libre, j'ai très peu de temps libre.
Et je crois que je fais partie des gens qui s'empêchent d'avoir des temps libres. C'est hyper bizarre ce que je suis en train de dire, mais je suis toujours en train de me plaindre de ne pas avoir de temps, mais dès que j'ai du temps libre, je m'ennuie. Mon temps libre, il faut qu'il soit productif. Donc, j'écoute des livres audio, mais vous voyez, je me poserai jamais sur un canapé en écoutant mon livre audio. Ça va être, je fais quelque chose sur mon ordinateur, j'écris un article sur mon blog, ou je retouche des photos en écoutant un livre audio. Vous voyez, j'essaie de voir mes amis, surtout ma famille, c'est ce que je préfère. Franchement, c'est voilà, recevoir mes amis à la maison, c'est vraiment ce que je préfère. Ou faire un dîner avec mes meilleures amies, débriefer parce qu'elles me manquent, passer un coup de fil à des gens que j'aime et qui habitent loin. Sinon, je vais au sport parce que j'adore ça. Je fais du yoga aussi parce que j'adore ça. Et ce que je fais dans les temps libres aussi, je planifie. J'adore tout planifier. Genre, j'adore me projeter, j'adore regarder les sites, genre voyage privé, regarder les sites de voyage et tout pour voir potentiellement quelle prochaine destination je pourrais partir en vacances quand je pourrais. Enfin, vous voyez, me projeter, quoi. Je divague. Voilà. As-tu déjà été draguée par une célébrité? Oui. Oui, mais je ne vous dirai pas qui parce que ça ne se fait pas. Ah bah, il y a Mathieu qui arrive à ce moment-là. Coucou. Mais j'ai déjà été gras par quoi? Par acteur, producteur, sportif. Attendez, je vais demander à Mathieu parce que lui, je lui dis tous les petits potins comme ça. Moi, c'est la vie. Mon mec, c'est le plus cool du monde, quoi. Genre, il est tellement pas jaloux. On est tellement pas jaloux. On a un rapport qui est tellement sain. Genre, je lui dis tout. On a tellement confiance l'un en l'autre. Oui, je me suis déjà fait draguer par des célébrités, aussi bien dans la vraie vie que sur Instagram, avec le petit DM qui va bien, mais que je n'ouvre pas, bien évidemment, ou que je laisse en vue. Et je crois que c'est tout et que c'est déjà pas mal. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que parmi tous ces mecs-là, il y en a un qui m'a dragué pensant que j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, ça l'a calmé parce que je lui ai répondu. Et je l'ai calmé en fait en lui faisant comprendre que je pouvais être sa mère, enfin façon de parler quoi. Mais c'était un jeune artiste, dirons-nous. Voilà. Est-ce que j'ai un objet fétiche? L'objet fétiche c'est lui, hein. Il s'appelle mon pouce, ma vie, mon œuvre, enfin plutôt l'œuvre de mes parents. Regardez la beauté de l'objet, regardez comme il est beau. Avec lui je m'endors tous les soirs, c'est lui qui me rassure, c'est lui que j'aime. Ouais, c'est mon objet fétiche clairement. Mais si on parle sérieusement, à l'heure actuelle ce sont ces deux bagues là, qui sont des bagues que portait ma mère avec écrit des choses à l'égard de mes frères et moi. Et j'aime bien la symbolique et puis ça me rapproche de ma maman. Est-ce que tu dors, la question est trop what the fuck, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? What the fuck? Je dors avec la porte de ma chambre ouverte. J'aime pas... Mais je crois que c'est drôle parce que Mathieu, quand on s'est rencontrés, je dormais encore avec les portes ultra fermées. Moi, je dors, je ressemble à rien. Genre, j'ai un masque et tout sur la gueule, genre je ressemble à rien, je suis immonde. Porte un peu ouverte, ouais, j'aime bien, sinon j'ai l'impression d'étouffer. On me demande si je poserais nue pour des magazines. Franchement, no problem. Moi, être très à l'aise avec mon corps et le nu est beau, le corps d'une femme est beau, je n'ai aucun malaise avec ça. Maintenant, tout dépend du photographe, du support. Merci Jackie Michel. Non, bébé. Non. Voilà, tout dépend évidemment de l'approche de la photo, mais personnellement, je n'ai aucun malaise à shooter nu. Ce qui est drôle, c'est que quand j'avais la vingtaine, j'étais vachement plus pudique, et pourtant j'étais mieux gaulée, et je me sentais mieux dans mon corps, etc. Mais je suis mieux dans ma tête aujourd'hui à la trentaine, et je suis bien plus à l'aise à l'idée de poser pour de la lingerie, etc. Chose que je n'aurais pas pu faire il y a genre 10 ans, mais sans souci. Vraiment, aucun malaise avec mon corps et le corps des femmes en général, que je trouve très beau. Bon, j'ai à peine changé de place parce qu'il a fallu que je me mette en condition par rapport à la lumière. Est-ce que j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique? Bah non, sinon j'aurais un des plus petits les gars, clairement. Ah mais si en fait! Bien sûr que si! Je parle trop vite, je me suis recoller les oreilles. Ça je l'ai jamais dit d'ailleurs. First time que je vous le dis. Je me suis fait recoller les oreilles genre à 28 ans? 28, 27? Il n'y a pas très longtemps quoi. Voilà, j'avais des belles oreilles décollées, j'ai des belles oreilles recollées. Ça j'en ai même pas parlé parce que c'était inintéressant. C'était même pas un complexe que j'avais vraiment, enfin si, mais c'est un complexe que j'assumais, genre je pouvais faire des queues de cheval, etc. Je m'en moquais, j'avais les oreilles un peu comme ça, tout le monde trouvait ça trop mignon, mais moi ça me pesait un peu. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, si ça passe pas, c'est qu'en fait, tu peux le rectifier, donc pourquoi s'en priver? C'est un truc, quand j'étais petite, qui m'énervait un peu. En grandissant, je l'ai accepté, et puis ma mère me disait toujours, plus t'as un défaut, plus il faut le mettre en avant, parce que plus tu le caches, et plus les gens auront envie d'aller le chercher. Et moi, c'est vrai que du coup, je faisais des queues de cheval, etc., ça me dérangeait pas. Et du coup, j'ai fait recoller mes oreilles. Ça a pris qu'une matinée, en fait. Je suis rentrée au bloc le matin à 7h, je suis ressortie, il était genre midi, et je suis rentrée chez moi, quoi. Et le lendemain, je faisais ma journée de travail dans le métro, tout était normal. Enfin, vraiment, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que ça a été une opération si rapide, anesthésie générale, dodo.
Voilà quoi. Donc oui, en fait, si, j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique, mais pour ces magnifiques oreilles. Sinon pour le reste, non. Mais je suis pas contre la chirurgie esthétique. Pourquoi pas? Si elle permet à des gens de se sentir mieux dans leur corps, voilà. Après, tant que c'est fait dans des conditions saines. Quand je vois des transformations vraiment abusées, genre le mec qui veut ressembler à Ken ou la meuf qui veut ressembler à Barbie, waouh, là je me dis, il faut aller voir un psy, il faut pas aller voir un chirurgien. Mais pourquoi pas, genre un lifting quand tu vieillis, ou même, moi j'ai rien contre les picouzes, acide hyaluronique et compagnie. Chacun fait ce qu'il veut, ça ne regarde personne. Tant qu'on est bien dans sa peau et que les choses ne sont pas faites dans l'excès, tout est cool, tout le monde s'aime et c'est super. Alors, on me demande ce que je pense de la nouvelle génération de youtubeurs. Et moi, je les adore. Alors, qui est cette nouvelle génération de youtubeurs? Tout est relatif. Moi, il y en a que j'ai rencontrés qui sont pas si nouveaux que ça, qui sont là depuis quelques années, mais des filles comme Lena, comme Maya, comme Danae, comme Marine, voilà, que j'ai rencontré à un voyage de presse, avec qui j'ai gardé contact ensuite, que j'ai pu revoir, etc. C'est des gens que j'admire en fait. Moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'humoristes sur YouTube, on se connaissait tous. Moi, j'étais pas youtubeuse, j'étais blogueuse, mais youtubeur, blogueur, tout le monde se connaissait, on était très très peu à faire ça. Aujourd'hui, il y a différents types de contenus qui sont proposés. Et moi, ce que j'aime chez ces jeunes personnes, c'est le fait qu'ils soient autant décomplexés. Ça fait du bien. Je trouve qu'ils sont frais. Je suis pas la cible. Je vais pas regarder leurs vidéos parce que je vais aller chercher quelque chose là-dedans. Mais quand je les regarde, ce qui m'arrive quand même régulièrement parce que j'aime me tenir au courant et que en plus ce sont des gens que je connais un petit peu maintenant, ça me fait du bien en fait. Je les trouve frais, je les trouve dynamiques, je les trouve drôles. J'aime le fait qu'ils soient autant décomplexés. Quand j'ai démarré mon blog il y a 10 ans, je me souviens sur YouTube, il fallait pas mettre tel truc en avant, tel truc en avant. Tout était tabou. L'argent était un tabou. Gagner son fric avec les réseaux sociaux était un tabou. Les mecs sont jeunes, ils réussissent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils réussissent. Ils vivent leur meilleure vie. Ils le partagent. Et ouais, et c'est cool. Et en fait, je trouve ça trop cool. Je vois parfois un peu des débats genre... tel youtubeur va critiquer tel youtubeur, tel truc, ça m'intéresse même pas. Genre, on a tous été, entre guillemets, le mauvais de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à bloguer ou à me mettre sur YouTube, etc., pareil, j'ai été critiquée. Et aujourd'hui, ça va être eux qui vont être critiqués. Mais j'aurai pas jamais le discours de la vieille icône. Je montrerai jamais du doigt. Il y a des choses que je découvre sur YouTube qui sont top, que j'aime beaucoup. J'ai découvert aussi un jeune qui s'appelle Antonin. Je suis tombée par hasard sur une de ses vidéos qui s'appelle Amour, gloire et excès, que j'ai trouvé vachement bien. Je trouve que c'est du vlog revisité. J'aimais comment c'était monté, j'aimais comment c'était dynamique et j'aimais les bonnes vibes qu'il faisait passer. Je trouve ça positif et keep going les gars quoi. Hein, c'est que de l'amour et YouTube ça devrait être une grande famille et Internet ça devrait être une grande famille. On devrait tous s'encourager et arrêter de se tirer dessus. La force de mon couple avec Mathieu. Je dirais que la force de mon couple avec Mathieu, ça fait maintenant 5 ans qu'on est ensemble, 5 ans que je supporte sa putain de gueule et qu'il supporte ma putain de gueule. Non, la force qu'on a au-delà de l'amour et du respect qu'on a l'un pour l'autre, honnêtement, c'est la communication et la confiance qu'on a l'un pour l'autre. C'est au-delà de tout, c'est quelque chose qu'on a réussi à créer ensemble et je pense qu'il faut un certain temps dans un couple pour réussir à se faire confiance. On est dans une société où on se fait peur pour un oui, pour un non, et une société de surconsommation où tout va très vite et je pense que dès lors on trouve quelqu'un déjà qui partage ses valeurs, les valeurs de la famille et les valeurs même du respect, de l'admiration de l'autre, etc., ça va tout seul. Donc avec Mathieu, je dirais que notre force c'est la communication. On se prend la tête, mais tout le temps, hein. On se déchire la gueule, hein, pour être très honnête. Je suis méditerranéenne, il a des origines du Moyen-Orient, autant vous dire que ça fait un petit mix très sympathique, mais on redescend aussi vite et on ne boude pas. Voilà, on ne boude pas, bouder ça n'existe pas. Et on se porte beaucoup vers le haut. Je l'encourage, il m'encourage et c'est génial, c'est la vie, c'est... En fait, un couple, c'est... Enfin, le mec avec qui moi je me vois aujourd'hui, donc mon mec, c'est mon partenaire de vie, c'est mon meilleur ami, c'est la personne avec qui je vais me taper les meilleurs bars, avec qui je vais me confier et voilà, qui saura me pardonner, m'excuser si je fais une faute. Je dis pas une faute grave, mais une faute quelconque et vice-versa. On est dans le respect de l'autre et c'est tellement cool. Tu as déjà évoqué une relation toxique dans laquelle tu étais, comment as-tu fait pour en sortir ? Franchement, ça me gonfle un peu d'en parler parce que c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder et qui date et qui n'est plus du tout d'actualité, qui est résolu, on va dire. Mais comment tu fais pour la quitter ? Tu la quittes quoi. Tu t'en vas. Tu t'en vas. À un moment, même si t'aimes la personne, tu t'en vas. Parce que tu sais qu'à terme, tu n'arriveras à rien avec cette personne. Au bout d'un moment, quand vous le réalisez, vous partez et puis vous vous retournez pas. Alors moi je me suis retournée puis j'ai vite compris qu'en fait il fallait vraiment pas que je me retourne et que je parte très vite en courant et très très loin et que je ne revienne surtout jamais en arrière. J'ai gravement enflé parce que ça a été très dur de me remettre
dans une relation en ayant confiance. J'ai été très méfiante ensuite, très dure avec les personnes avec qui j'ai été. Mais voilà, j'essaye de faire d'une force tout ce qui a pu m'arriver de mauvais. Et cette chose-là mauvaise qui m'est arrivée, cette mauvaise route que j'ai pu croiser à un moment, je regrette pas de l'avoir croisée. Aujourd'hui, je m'en fous complètement en fait. Une relation toxique, en fait, il y a que vous qui pouvez décider d'en sortir ou pas en sortir. Moi, je pars du principe qu'une relation toxique, c'est pas de l'amour en fait, c'est de la possession. Et la possession, c'est pas de l'amour. Et c'est pas sain surtout. Anyway, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir, que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous embrasse. Je vous invite à liker ma vidéo. Aidez-moi à être bien référencée s'il vous plaît. Oh, mais j'ai mon père qui rentre, je viens de voir sa voiture passer. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes une majorité à regarder ces vidéos sans être abonné. What's the point? Je vous embrasse et je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et vous dis à très bientôt.